Je vais vous parler d'autonomie à la ferme et on considère que l'autonomie à la ferme, c'est un levier pour la souveraineté alimentaire. Il ne peut pas y avoir de souveraineté alimentaire s'il n'y a pas d'autonomie à la ferme. Ça, je vais passer très vite. Tout le monde connaît, 80% des aliments sont importés. Voilà. Donc ça veut dire que nous devons repositionner notre assiette dans notre terroir. C'est un peu ça l'objectif. Et pour cela, il y a différentes postures par rapport à la question de l'alimentation. On a plusieurs postures. Voilà. Je vais d'abord vous parler de sécurité alimentaire. Donc, de nombreuses personnes parlent de sécurité alimentaire, mais la sécurité alimentaire, telle qu'elle a été définie, c'est avoir dans son assiette ce qu'il faut pour se nourrir. Mais ça ne parle pas du tout de la façon dont les choses sont produites, ok? Et ça ne parle pas du tout de, comment dirais-je, de la posture du territoire par rapport à ça, ok? Donc, aujourd'hui, en Guadeloupe, nous sommes en sécurité alimentaire. Voilà. Donc, il y a des îlots de pauvreté, mais on mange parce que les bateaux arrivent, etc. OK? Donc, il y a aussi le concept d'autarcie ou le concept d'autonomie. Donc, l'autonomie ou l'autarcie, bon, voilà, c'est, en gros, on produit tout ce dont on a besoin, quoi. Et l'autonomie, c'est un concept très, très proche, sauf qu'on va mettre un pourcentage dessus. Donc, la souveraineté alimentaire, c'est un concept qui est politique au départ, hein, et je dirais que c'est l'un des rares concepts définis, non pas par des intellectuels, mais par des paysans. Ok, donc c'est le droit des peuples à avoir une alimentation saine. On parle aussi de culturellement appropriée et produite par des méthodes durables. Ça veut dire que derrière l'aliment, il y a un critère d'identité, et derrière l'alimentation aussi, hein, pour qu'on soit en souveraineté alimentaire, il faut qu'elle soit produite par des méthodes durables. Et je vous disais que c'est l'un des rares concepts conçus par des paysans. Donc notamment, je veux dire, ce sont les paysans du sud, d'Amérique du Sud, hein, qui ont conçu ce concept en réponse justement à la volonté qu'avait à l'époque, hein, dans les années 70, je dirais le commerce international, hein, qui a positionné le concept de sécurité alimentaire. Et par rapport à ça, bon, les paysans justement souhaitaient que ce soit plus que disposer de l'aliment dans son assiette. Donc concrètement, quand on parle de souveraineté alimentaire, on parle de localiser l'assiette sur le territoire. On parle aussi de mise en place de cultures vivrières, ok, parce que bon, ce sont d'abord des cultures vivrières que l'on mange. Ceci étant, si on se limitait qu'à ça, ce serait un problème, parce qu'on peut produire localement, mais en effet, ce sera une production locale, mais on peut être dépendant des intrants. Okay? Donc, on peut être dépendant d'engrais, on peut aussi être dépendant, je dirais, même de certains qui font aujourd'hui de l'agriculture biologique, ils sont même dépendants des composts, des choses de ce genre. Okay? On peut être dépendant des semences, un certain nombre de choses. Donc, produire localement n'est pas suffisant. Voilà. Donc, voilà. Il faut aussi que nous ayons une forme d'autonomie en ce qui concerne, je dirais, les intrants agricoles. Donc, en gros, cette démarche, hein, c'est ce que l'on retrouve dans les principes de l'agroécologie. Mais l'agroécologie, par définition, ce n'est pas une science, je dirais, identique partout. Ok, ce ne sont pas les mêmes choses qu'on fera partout, tout simplement parce que c'est une science qui est ancrée dans le territoire. Donc, ce qu'on pourra faire, je sais pas moi, en Martinique ou dans le sud de la France, n'aura rien à voir avec ce qu'on pourra faire en Guadeloupe. Et même plus loin, ce qu'on peut faire dans 2 îles tropicales, ça peut être très différent parce que c'est vraiment très contextualisé, la question d'agroécologie. Nous concernant en Guadeloupe, on a notre première contrainte quand on parle d'agroécologie, c'est la contrainte foncière. Tout simplement parce que nous ne disposons pas de tant de terre que ça. Contrairement à ce qu'on peut penser, quand on rapporte la surface agricole à la population,
nous disposons en moyenne de 0,15 hectares par habitant, ce qui est très peu, parce que quand on fait les statistiques et on regarde la réalité pour les pays qui se disent autosuffisants, on est plus autour de 0,25 hectares par habitant. Par ailleurs, ces 0,25 hectares par habitant, c'est un peu, je dirais, par calcul mathématique, c'est à ce chiffre-là que l'on arrive quand on est dans une logique, je dirais, d'autarcie, si on veut. Voilà. On voit très bien que le besoin interne dépend fortement de notre modèle de consommation. Si on a un modèle de consommation basé sur une consommation excessive de viande, on aura besoin de beaucoup plus de terre que si on a un modèle de consommation où le végétal a une part importante. Donc, entre les végétaliens, les végétariens, voilà, voilà, et ceux qui consomment beaucoup de viande, ceux qui consomment beaucoup de poissons, etc., vous voyez, ça crée un gradient dans le besoin interne. Ceci étant, quand je dis ça, et c'est pour votre papa à Casazote, dit c'est ça, Oshimel dit, j'ai pas dit qu'il faut être végétalien, et j'ai pas dit qu'il faut être végétarien. C'est pas ce que j'ai dit. OK? Parce que derrière ces choix de modèle alimentaire, il y a d'autres contraintes. Parce que équilibrer un régime au niveau nutritionnel quand on est végétalien, c'est particulièrement complexe. OK? Parce qu'il faut une grande diversité d'ingrédients, etc., etc. Et dans le contexte local, c'est pas forcément ce qu'il y a de moins cher. Donc voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour faire face à cette contrainte foncière, il faut forcément avoir recours à des systèmes qui sont très productifs à l'unité de surface. OK? À l'unité de surface. Quand je dis productif, je dis pas agriculture intensive. Mais on arrive à produire beaucoup de biomasse à l'unité de surface et il se trouve que ces systèmes très productifs à l'unité de surface, quand on regarde les pratiques à l'échelle internationale, ce sont les systèmes où on a une forte biodiversité. Exemple, jardin créole. OK? Donc, quand il y a une forte biodiversité dans ces systèmes, voilà, quand ils sont conçus avec des associations de culture, voilà, ils sont particulièrement productifs. Et deuxième élément important, justement, pour gérer au mieux, c'est la circularité. Parce que nous vivons dans un système où l'économie est très linéaire. On produit et on élimine. Et alors que en agroécologie, nous sommes dans une logique de circularité. OK? Tout revient au sol, où le maximum de choses doit revenir au sol pour maintenir la fertilité du sol. Donc, la circularité est un élément particulièrement important. Et le dernier point, c'est l'intégration entre l'agriculture et l'élevage. Je le dis non pas parce que je suis zootechnicien, mais tout simplement parce qu'on sait que l'élevage est très critiqué à cause des émissions de gaz à effet de serre notamment, alors que l'élevage est un élément important pour le bouclage des cycles. Très rapidement, parce que le temps avance, donc je vous disais tout à l'heure que parmi les systèmes les plus productifs, on a le jardin créole. Donc voilà, quand vous regardez la courbe là tout à fait en haut, vous avez le jardin créole. Donc, et vous avez la productivité et le nombre d'habitants que ça peut nourrir. Donc voilà, ce sont des mesures concrètes qui ont été faites. C'est pas de l'idéologie. OK? Donc c'est important, c'est pas de l'idéologie. C'est scientifique. Donc, pourquoi c'est productif? Parce qu'on occupe des strates différentes, parce que, comment dirais-je, il y a toujours une culture au sein d'un jardin créole. OK? Et parce que souvent, on a des plantes qu'on consomme dans son intégralité. Exemple, si on plante du manioc, bon, non seulement on va manger les tubercules, mais on va se questionner sur qu'est-ce qu'on peut faire des feuilles. Et les feuilles seront valorisées. OK? Donc, il y a vraiment un choix des plantes, etc. Et deuxièmement, c'est productif tout simplement parce que c'est un système qui est très résilient aux différents stress. Donc, voilà, par exemple, en cas de sécheresse, au cas où une pathologie va s'attaquer à une plante en particulier, les autres pourront résister, etc. Et par ailleurs, ce sont des systèmes où la fertilité du sol est préservée. Ok. Ceci étant dans le contexte guadeloupéen, cibler
les systèmes biodiversité, c'est une chose, mais on doit aussi s'interroger sur comment faire pour que les systèmes dits dominants, je parle de système canne, système banane, comment cela arrive aussi à nourrir la population, d'où la nécessité d'introduire plus de biodiversité dans ces systèmes, et il y a des choses en cours. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'agroécologie, et souvent de fois, on vous entendrait dire que l'agroécologie, c'est faire comme avant. OK? Donc, ce que je tiens à dire, et je vais revenir tout à l'heure, l'agroécologie, ce n'est pas faire comme avant. Ce n'est pas faire comme avant, tout simplement parce que le contexte aujourd'hui est fondamentalement différent du contexte que l'on avait autrefois. Tout simplement parce que le changement climatique, c'est une réalité. Le changement climatique, ce sont des températures qui sont de plus en plus élevées. Ce sont ce qu'on appelle de la canicule qui sera de plus en plus présente. Donc, ce sont les projections que l'on fait. Ce sont des saisons qui sont moins marquées. OK? Selon les projections que l'on fait, on aura peut-être autant d'eau, mais répartie de façon différente. On aura peut-être moins de cyclones, mais des cyclones plus ravageurs. Donc, ça nous demande à repenser nos systèmes de culture, quelles plantes que l'on met, etc., etc. Ça nous demande d'avoir des plantes qui sont beaucoup plus résistantes au stress, différents stress, stress lié au fait qu'il y a moins d'eau, stress lié au fait qu'avec le changement climatique, on aura de plus en plus de pathologies. OK? Donc, par rapport à ça, il nous faut réellement des ressources qui sont beaucoup plus résilientes. Ensuite, c'est la même chose pour les animaux. OK? Il ne s'agit pas d'avoir un beau charolais dans son exploitation agricole. Voilà, et première maladie, mort, quoi. Bon, voilà. Donc, c'est un vrai problème. Donc, il faut qu'on s'interroge sur ce genre de problématique. Donc, je passe sur ça. Et un dernier élément aussi qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que ce changement climatique qui concerne notre territoire, il concerne aussi d'autres pays, et notamment les pays où on importe un certain nombre de choses. Et dès qu'il y a difficulté dans un pays, il y a crise sociale, etc. Ce qui veut dire que ce qui aujourd'hui est garanti via un certain nombre d'importations, eh bien, ce sera pas si garanti que ça. Nous sommes aussi dans une impasse agronomique que l'on a cherché quelque part, parce que c'est nous qui mettons là. C'est l'agrochimie. L'agrochimie qui montre ses limites dans les mesures où on sait aujourd'hui les impacts que ça a sur la santé. Ok, donc ça c'est connu, c'est mesuré, etc. Par ailleurs, on se rend compte qu'un certain nombre de molécules utilisées aussi bien pour la santé des animaux, pour la santé des plantes, eh bien ces molécules ne sont plus actives, tout simplement parce que les êtres vivants s'adaptent. Ok, et on est quand même dans des systèmes où on a créé des résistances. C'est le cas par exemple quand on veut traiter par exemple les vers des petits ruminants, eh bien aujourd'hui il n'y a plus aucune molécule efficace sur le terrain. Voilà. Et des exemples comme ça, la même chose pour les tiques par exemple. Les molécules, voilà. Sans compter que un certain nombre de molécules qu'on utilisait pour lutter contre les dites mauvaises herbes, eh bien là aussi on est exactement dans la même problématique. Donc on est vraiment dans des impasses agronomiques. Je disais tout à l'heure qu'il ne suffit pas de produire, mais qu'il faut aussi qu'il y ait de l'autonomie à la ferme. Et l'autonomie à la ferme, c'est quoi? C'est être autonome par rapport aux ressources végétales. OK? Et par rapport à ça, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on prend les cultures qui sont les plus productives ou est-ce qu'on prend les cultures qui sont les plus résilientes? La conclusion, c'est qu'il faut prendre les cultures les plus résilientes. Et par rapport à ça, la question qui se pose, où sont les semences? Dispose-t-on des semences? La plupart des semences homologuées sont basées sur la productivité. Donc, ça veut dire que par rapport à ça, il faut qu'on ait une stratégie, notamment de semences paysannes ou autres. Le problème est exactement le même pour les ressources animales. Ensuite, il y a le problème des fertilisants, avec les limites que l'on connaît aujourd'hui, avec les engrais chimiques classiques, et la nécessité aujourd'hui de recourir à de la fumure organique. Monsieur Pétiot va montrer ça tout à l'heure, tout simplement parce qu'on sait aujourd'hui que la fertilité n'est pas qu'une question d'azote, de phosphore et de potassium. Donc,
Ensuite, on a la protection contre les pathogènes. On sait que ce n'est plus possible uniquement, ce n'est même plus possible, même si on voulait être dans le tout chimique, on connaît les limites qu'il y a au tout chimique. Une autre question, c'est celui de l'alimentation du bétail. Et j'insiste là-dessus, parce que il y a un syndicaliste qui a dit au moment de la grève de LKP qu'il y a un certain nombre de productions où ce qui est local, c'est que l'air que les animaux respirent. Ok? Ça veut dire que si on produit et que l'on importe les aliments que les animaux consomment, on a une production locale, mais on n'a pas réglé le problème. Donc voilà. Et ensuite, j'ai envie de dire aussi que le problème de l'agriculture de précision se pose. En mettre l'intelligence artificielle et plus d'été, c'est pas grave. Et le problème de l'intelligence artificielle se pose aujourd'hui. Parce que voilà, dans tous les systèmes, on est de plus en plus équipés avec un certain nombre de choses qu'on maîtrise même pas. Donc, nous sommes dépendants de l'extérieur. Je ne dis pas qu'il faut pas en mettre, hein. Pas dire Archimède dit ça. Je dis qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème par rapport à ça. Voilà. Ensuite, je vais finir par un certain nombre de choses sur l'agroécologie avant de laisser la place à Eric pour vous dire, pour déconstruire des choses qu'on entend. L'agroécologie a pas fait qu'on entend longtemps. OK? L'agroécologie, c'est pas du tout ça. L'agroécologie, c'est du biomimétisme. En gros, on essaie de reproduire les mécanismes que l'on observe dans la nature et on essaie de les introduire dans les agrosystèmes. Et l'agroécologie, ce sont des valeurs d'éthique, de solidarité et de repositionnement de l'homme. L'homme s'est isolé dans sa trajectoire, hein, je veux dire, depuis Diable petit garçon, ok? L'homme est sorti, ok, à considérer qu'il faisait plus partie de la nature, il s'est créé son agrosystème, etc., etc. Eh bien non, il faut qu'on réintroduise l'homme dans son système, de façon plus détaillée. L'agroécologie, c'est une approche scientifique et systémique, tout simplement parce que l'agroécologie s'appuie sur des disciplines qui ont été délaissées, mais qui sont particulièrement importantes aujourd'hui et que l'agronomie essaie de remettre à l'ordre du jour. C'est tout ce qui est l'écologie, ok? Donc l'écologie, bon, on avait oublié ce que c'est, ce qui est la biologie du sol, ce qui est la climatologie, parce qu'il faut faire avec. On va pas l'ignorer, il faut faire avec, ok? Et c'est une analyse en interaction. On va analyser sol, plantes, animaux, climat humain, et on va analyser tout ça en même temps. L'agroécologie, c'est une science qui innove, ok? À part tout ça qui Jacques existait, nous qu'apprend. Elle innove en matière d'utilisation d'outils à la décision, en matière d'agriculture de précision, en matière de sélection de variétés de plantes, et je dirais d'animaux, adaptés aux différents stress induits par le changement climatique. Elle peut utiliser aussi des capteurs, des données météo et même de la modélisation. Et l'agroécologie répond à des défis modernes et des enjeux actuels. Ok, ce n'est pas que ce qui se faisait avant. C'est comment on trouve des solutions au changement global. Comment on trouve des solutions à l'érosion massive de la biodiversité. Comment on sort de la dépendance par rapport aux énergies fossiles. Comment on sort de la dépendance par rapport à la mondialisation du marché. L'agroécologie transforme les systèmes sociaux et économiques parce que c'est davantage de recours au circuit court, c'est plus d'autonomie pour les agriculteurs, c'est plus de justice sociale et c'est aussi une gouvernance territoriale du système alimentaire. Vous voyez, la vision que l'on a aujourd'hui, ne serait-ce qu'au niveau de la minéralisation des engrais, eh bien aujourd'hui on va parler, on nourrit le sol pour que le sol puisse nourrir la plante. Ok, donc ça c'est quelque chose qui semble évident mais qui n'existait pas autrefois. Et je finis aussi sur les animaux, parce que les productions animales, j'ai dit tout à l'heure que c'était particulièrement important dans le bouclage des cycles, notamment à travers la fourniture de fumier, etc., etc. Il faut savoir que par rapport à ça, il y a une vraie réflexion à avoir, tout simplement parce que
pour produire de la viande, il faut produire de la biomasse primaire et notamment des végétaux. Et il faut savoir que pour produire 1 kilo de viande, on utilise en moyenne entre 3 et 30 kilos de matière sèche, ok, en fonction de l'espèce animale, en fonction de la qualité de la biomasse, etc. Donc voilà, donc ça veut dire que ça impacte aussi la gestion que l'on aura du foncier. Merci pour votre attention.